moi je pense que de toute façon, ce qu'ils peuvent mettre en place, et ça on peut le faire partout et peu importe, c'est de se focaliser sur la relation à leurs enfants. C'est-à-dire, qui sont leurs enfants, en fait. C'est-à-dire que cette idée, finalement, de se dire, cet individu que j'ai là en face de moi, qui est plus jeune que moi, c'est quelqu'un, c'est pas moi, c'est pas une mini-version de moi, c'est quelqu'un, en fait, avec ses propres qualités, ses propres défauts aussi, et ça va être, en fait, une rencontre de cet enfant. Donc, qu'est-ce qu'il aime? Je sais pas, moi, un enfant qui, par exemple, on va avoir tendance à dire, oh là là, mais il veut jamais... Ou alors, par exemple, il veut toujours choisir le film le soir à la télé, il veut jamais nous laisser choisir le film. Ça va être présenté comme un problème, par exemple. Mais c'est pas nécessairement un problème. Ça veut dire que c'est un enfant qui est déterminé. Ça veut dire que c'est un enfant qui a donc du coup une qualité de peut-être leader. Hein. C'est possible, hein, il y a des enfants leaders. Hein. C'est très bien aussi d'être un leader, parce qu'après, quand on devient adulte, ça peut être une sacrée qualité d'être un leader. Et à disqualifier les parents ou les enfants, enfin, avec des jeux de compétition, de concurrence ou de suspicion malsaine, parce qu'il peut y avoir ça aussi, hein, sur les enfants ou sur les parents. Vous parlez régulièrement de auteurs d'enfants et d'enfants auteurs. Vous pouvez expliciter ça, c'est-à-dire, j'imagine que la hauteur d'enfant, c'est la verticalité ou le respect de l'enfant en tant qu'être autonome, qui est capable de dire des choses tout à fait recevables, et l'enfant auteur, c'est sa capacité à pousser avec ses ressources. Et ben, la hauteur, voilà, c'est à peu près ça. La hauteur d'enfant, c'est vraiment le mot par excellence, je trouve, qui matérialise ce regard de confiance sociale sur les enfants, en fait. C'est cette idée, finalement, que en tant qu'adulte, nous devons aux enfants. C'est notre position d'adulte qui fait ça. Et donc, du coup, nous devons donner le meilleur aux enfants. Nous devons faire en sorte que l'enfant soit au centre de tout. Et donc, forcément, la hauteur d'enfant, ça va être cette idée, cette intention, cette posture, en tant qu'adulte, de vouloir voir le monde à travers les yeux de l'enfant. C'est très compliqué, parce que nous ne sommes pas des enfants. On l'a été, mais on l'a pas été dans le contexte social actuel, et c'est très différent de ce qu'on a été. Donc finalement, l'enfance en 2024, bientôt 2025, on la vivra jamais. Donc les seuls, finalement, comme on le dit aussi en suédois et comme on le dit aussi dans la recherche sur les droits de l'enfant, les seuls experts de l'enfance, finalement, sont les enfants. C'est-à-dire, en tout cas, peut-être pas les seuls, mais les premiers. Donc il y a vraiment cette idée que l'enfant, il est le mieux placé, finalement, pour parler d'enfance. Ce qui paraît tout à fait logique, mais on a vraiment tendance à l'oublier. Donc c'est cette idée de se dire, en tant qu'adulte, dans la confiance, encore une fois, hein, parce que la hauteur d'enfant, elle ne filtre que la confiance. On ne peut pas être dans la hauteur d'enfant si on est dans un filtre de vision de l'enfant de la méfiance. Il y a des gens qui se disent à hauteur d'enfant, mais du coup, ça va être beaucoup plus, en fait, de justifier des violences et des postures humiliantes pour le bien de l'enfant. Donc, en fait, on tombe dans du paternalisme, où c'est absolument pas en adéquation avec les droits de l'enfant, et c'est absolument n'importe quoi. Mais on le voit en France. C'est pour ça que je le précise. Donc la hauteur d'enfant ne filtre que la confiance, elle ne filtre que l'idée de l'enfant sujet de droit, elle ne filtre que l'idée que l'enfant est finalement un être humain à part entière, et c'est notre intention, qui parfois peut être maladroite aussi d'adulte, de vouloir fondamentalement comprendre le monde depuis les yeux de l'enfant. Mais il y a cette idée finalement de se dire, ok, donc c'est bien beau, mais nous ne sommes pas des enfants, comme je viens de le dire. Donc les enfants doivent aussi donner leur avis, ils ont aussi leur mot à dire, ils ont des choses à nous apprendre. Et là, ça va être l'idée finalement de l'enfant auteur, c'est-à-dire que c'est la posture de l'adulte, de la hauteur d'enfant, qui va aller à la rencontre de l'enfant auteur, qui lui a ses propres perspectives et ses propres avis finalement sur le monde, sur sa propre vie et puis sur les questions en règle générale. Et dans cette rencontre-là, donc forcément dans une horizontalité, puisqu'il faut qu'on soit au même niveau, on va pouvoir aller à la fois dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est évidemment le but ultime de la Convention des droits de l'enfant, et aussi, finalement, sans rentrer dans des termes comme ça, on va pouvoir aller vraiment dans une relation de qualité et de respect envers l'enfant et envers le monde, quoi. Et comment la Suède a traversé la période du Covid ? Tel nous on l'a vécu douloureusement, malheureusement, les gamins en ont fait les frais de manière très traumatique. Comment ça s'est passé en Suède ? Alors, les enfants
suédois ont été vraiment pensés dans le projet au niveau du Covid, malgré le côté urgent de la situation. Moi, je me souviens très bien, au tout début, en France, on a tout de suite dit, bon, on va fermer les écoles, tout ça. Ça n'a pas été une question, quoi. On ferme les écoles et puis basta, quoi. Enfin, voilà. J'ai écouté une émission suédoise à peu près dans le même temps, où il était question de se dire, est-ce qu'on va fermer les écoles ? Et finalement, il y avait des gens sur le plateau qui ont dit, mais on ne peut pas fermer les écoles, parce que si on ferme les écoles, les enfants qui ont des besoins, des besoins plus marqués de la présence de la société, les enfants qui n'ont pas forcément toutes les ressources à la maison, qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants ? Donc d'abord, on a parlé des enfants. Et ensuite, on s'est aussi mis à dire, ah oui, et puis en plus, qu'est-ce qui va se passer avec les femmes battues, s'il y a du confinement, Donc, mais d'abord, c'était les enfants. C'était de dire, mais en fait, on fait comment si la société n'est plus là pour faire écran, pour faire tampon un peu, quoi. Donc, très vite, la réponse a été, unanime, en tout cas, pas unanime, mais quand même majoritaire, de dire non, on ferme absolument pas les écoles. Et pour ce qui s'agit des pré-écoles, donc entre 1 et 5 ans, il est hors de question que quiconque porte un masque, parce qu'en fait, ça va paniquer tout le monde et ça sert à rien. Avec cette idée aussi très très prégnante tout du long, qui a été répétée, les enfants ne sont absolument pas vecteurs du virus. Et quand on entendait, peut-être par exemple, je crois que c'est en Angleterre, où on entendait, voilà, les enfants sont vecteurs du virus et tout, on pouvait voir le matin ou l'après-midi, des fois, sur les petites actualités, qui sont les actualités pour les enfants en Suède, où on pouvait donc entendre le journaliste dire, voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, donc en s'adressant aux enfants, je ne sais pas si vous avez entendu qu'à l'étranger, il y a des personnes qui disent que les enfants seraient vecteurs du Covid. Ça n'est absolument pas vrai, nous n'avons absolument aucune preuve aujourd'hui de quoi que ce soit. Ce sont surtout des adultes inquiets qui savent pas réellement où sont les choses, donc qui vont dire des choses maladroites. Mais rassure-toi, qui est derrière ton écran, tu n'as aucune forme de responsabilité dans cette pandémie, quoi. Donc c'était tout de suite cette idée, voilà, de rassurer les enfants. Il y avait aussi énormément d'articles dans les journaux, comment parler du Covid aux enfants. Avec cette idée, encore une fois, en tant qu'adulte, infuser de l'espoir, écouter les enfants, demander leur avis, être à l'écoute, les rassurer, etc., quoi. Donc ça a été vraiment pris au sérieux à ce niveau-là de l'enfance, quoi. Et puis je me souviens aussi du chef de l'État qui, au tout début, a pris la parole. C'est assez rare en Suède de faire des discours là comme Macron lui aime beaucoup faire tous les 4 matins, où il s'est vraiment adressé au peuple et où il a dit, voilà, là, à l'étranger, globalement, si on regarde les pays autour de nous, on voit qu'il y a un peu une panique générale. C'est compréhensible au vu de la situation. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le confinement, les gens vont être confinés, ça n'est jamais arrivé, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose presque un peu palpitant, le confinement, parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Donc ça va être un peu drôle, les 15 premiers jours, les 3 premières semaines, les gens vont se dire, ah bah oui, c'est sympa, c'est nouveau, enfin voilà, ça va faire un peu comme ça une tendance de confinement, voilà. Il a dit le problème, c'est que quand ces semaines-là vont être passées et que le confinement n'aura plus rien de nouveau et de palpitant, les gens ne voudront plus et ne pourront plus respecter les restrictions autres parce que ça aura demandé en fait une adaptation et une adaptabilité plutôt beaucoup trop forte aux gens. On leur demande en fait de faire un pas trop grand en les confinant. Il a dit, moi, ce que je vous propose, c'est pas de faire ça. On va pas vous confiner. On va vous demander de respecter des règles d'hygiène et de distanciation aussi, voilà, de pas se serrer la main, ce genre de choses, qui sont effectivement assez dures parce qu'elles attaquent notre liberté personnelle. Mais ces règles-là, elles vont pas bouger. Mais par contre, ça va être sûrement une question de 2-3 ans, quoi. Lui, du début, il a dit, ça va durer quelques années, cette histoire. Et il y a vraiment eu cette idée, voilà, de peu de règles, ça c'est très suédois aussi, peu de règles, mais des règles qu'on respecte au pied de la lettre, quoi. Et ça, vraiment, pour les Suédois, ça a été tout de suite cette idée de tout un chacun doit prendre sa responsabilité, c'est encore une fois aussi l'idée du bien commun. Donc, il n'y a pas beaucoup de règles, mais les règles qu'il y a, il n'y a pas de question autour de est-ce qu'on les respecte, est-ce qu'on les respecte pas, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que s'il y a eu vraiment débat, et puis même j'ai pu aussi entendre quelques Suédois qui étaient inquiets parce qu'ils voyaient qu'à l'étranger ça se passait pas du tout comme ça, donc ils disaient pourquoi nous on fait pas comme les autres. Enfin, il y avait aussi cette question-là. Mais quand on regarde finalement aujourd'hui en Suède,
moi je trouve qu'il y a une différence énorme. Je trouve qu'en France, le Covid, il a quand même énormément impacté les gens. Et c'est resté aujourd'hui, cet impact-là. Il y a un avant et un après, je trouve. Bon, c'est un avis personnel, hein, j'ai pas de... Voilà, mais c'est un ressenti que j'ai. En Suède, aujourd'hui, le Covid, c'est à peine si les gens s'en rappellent, quoi. Ils parlent du Covid en disant « Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, on pensait que... » Puis en fait, voilà, il y a eu vraiment... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu de conséquences, je dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais ils l'ont drôlement bien géré. Et je trouve qu'au niveau des enfants, ça a été quelque chose de profondément, encore une fois, compétent dans une inconscience totale. Je me rappelle aussi, ça avait été très émouvant, je trouve, au début du Covid aussi, où il y a eu comment dire en français, le discours des enfants au peuple, où là, c'était des enfants qui avaient envoyé en fait plein de petites vidéos, ils ont fait un montage qu'ils ont montré aux actualités, où les enfants en fait disaient bah voilà, on vit quelque chose de vraiment difficile, on est tous inquiets, on sait pas ce qui va se passer, mais allez, on est la Suède et on est un pays solidaire et on va y arriver tous ensemble. Enfin voilà, c'était des enfants comme ça pendant 3-4 minutes en fait qui faisaient leur discours à la nation. Donc les enfants ont été encore une fois préservés, protégés, tout en étant aussi inclus. Il y a eu aussi une conférence de presse sur le Covid qui a été uniquement faite pour les enfants, pour qu'ils posent leurs questions aux politiques. Voilà. Enfin, ça a été, encore une fois, ça a été pensé, quoi. Ça a été pensé, ça a été réfléchi, et ça a été très différent de ce qu'on a fait en France. Ben, on est aux antipodes, hein. Nous, on a eu des trucs financés par l'État qui expliquaient que les enfants tuaient leurs grands-parents. C'est d'un niveau de traumatisme et de violence qui fait qu'il y a effectivement, pour la France ou pour d'autres pays, avant et après, dont on voit les effets encore aujourd'hui de traumatisme. C'est-à-dire que on peut pas dissocier les enfants sont symptômes, comme les handicapés font symptômes, comme la manière dont on maltraite les personnes âgées, hein, qui ont été, comment je peux dire ça, autorisées à disparaître légalement dans les EHPAD, font symptômes. On est dans une société meurtrie, qui détruit les parents, qui détruit les enfants, qui détruit les femmes, qui détruit à peu près tout le monde. Alors c'est sûr, moi j'explique tout le temps, moi mon travail c'est pour les enfants, hein, c'est l'avenir pour redresser le monde. Il y a un vrai enjeu sur les enfants, on est une génération sacrifiée, enfin c'est comme ça que je le vois pour moi. Et il y a un vrai gros enjeu sur les enfants, protéger les enfants pour qu'ils redressent ce monde, parce qu'ils participent de l'espoir qu'on peut y mettre. Travailler en réseau, éviter de regarder la télévision, enfin tout ce qui est toxique, et surtout essayer de travailler à plusieurs sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Vous avez parlé de la convention des enfants. Vous pouvez en parler un peu plus de ça, et ça a été signé en 79 en France, hein, je crois. La Convention des droits de l'enfant, elle a commencé à être rédigée en 79 par plusieurs pays, et elle a été achevée en 89. Et elle a été ratifiable à partir de 90. Donc en Suède et en France, on l'a ratifiée en 1990. La Convention des droits de l'enfant, alors ça c'est un sujet absolument passionnant aussi, c'est finalement, aujourd'hui en Suède en tout cas, une base, peut-être à côté de la théorie de l'attachement, de l'approche en fait aux enfants. La Convention des droits de l'enfant, elle est tout autant applicable en France qu'elle l'est en Suède. Pour autant, en France, déjà la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la Convention des droits de l'enfant, et pour ceux qui le savent, généralement ils s'imaginent que c'est un texte qui ne concerne pas les enfants en France, mais qui concerne plutôt les enfants des pays en guerre, ou des pays plus fragiles. Donc il y a vraiment un caractère humanitaire dans les représentations qu'on se fait de la Convention des enfants. Or, c'est pas du tout le cas. La Convention des enfants, c'est le texte international par excellence, en fait, qui pose les jalons de ce que doit être notre relation aux enfants. Mais il y a vraiment cette idée, encore une fois, que les droits de l'enfant, ça peut vite, malheureusement, mais c'est un fait, ça peut vite devenir une notion vitrine. C'est-à-dire que ça sonne bien de parler des droits de l'enfant, tout un chacun a envie de parler des droits de l'enfant, mais concrètement, est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle des droits de l'enfant ? Souvent, en France, non.
C'est-à-dire, moi, j'ai pu entendre ces dernières années en France des gens défendre des méthodes coercitives, punitives, humiliantes envers les enfants, qui sont vraiment complètement à l'encontre de leurs droits, mais justifier ça par l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de l'enfant. Hein, le droit de l'enfant à une éducation, finalement. Donc en fait, si on n'a pas les bonnes compétences et le bon regard sur l'enfant, qui donc serait celui de la hauteur d'enfant et encore une fois de la confiance, la Convention des droits de l'enfant, on ne pourra pas la lire. Ça sera finalement un texte qui va totalement nous échapper dans son essence et dans son esprit. Donc encore une fois, la Convention des droits de l'enfant, c'est le texte par excellence qui nous permet, adultes, vraiment de trouver cette posture de la hauteur d'enfant. C'est autant l'idée que les enfants, donc il y a 54 articles dans la Convention des droits de l'enfant, dont 42 qui en fait sont les droits. Après les autres articles, c'est plus comment les États doivent les appliquer, tout ça. Donc il y a plus 42 articles. Il y a 4 piliers, il y a 4 articles qui sont vraiment les principes fondamentaux, comme on les appelle. C'est l'article 2, 3, 6 et 12. L'article 2, comme quoi tous les enfants, peu importe qui ils sont justement, si on parle d'atypie, sont concernés par la Convention des droits de l'enfant. Donc il n'y a pas de... il y a des enfants avec qui ça ne marche pas, ça ne doit pas exister. Tous les enfants ont des droits humains et doivent être respectés selon leurs propres conditions. C'est aux adultes de s'adapter à comment ils vont faire pour pouvoir combler les besoins et les droits de tel enfant et de tel enfant. Ensuite, il y a l'article 3 qui est l'intérêt supérieur de l'enfant, qui veut dire que tout ce qu'on fait adulte, tous nos mouvements, toutes nos façons d'agir, ça doit être pensé avec l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale. Donc on doit faire les choses pour l'enfant. Il y a l'article 6 qui est le droit à la vie, au bon développement, et finalement le bon développement ça inclut aussi qu'on a le droit de se développer sans violence, dans le respect de sa personne. Et article 12 qui est finalement aussi un article absolument pilier et à mon sens qui est l'article presque le plus important de la Convention, qui est l'idée que l'enfant, il n'est pas qu'un être à protéger, il n'est pas qu'un être vulnérable, que l'adulte doit finalement chapeauter un peu, il est aussi un sujet de droit parce qu'il est un sujet de participation. Donc il est intelligent, il est compétent, il a des capacités, il doit être écouté, il a le droit de donner son avis, il a le droit de pas être d'accord, il a le droit en fait d'avoir ses perspectives propres, il a le droit d'avoir sa vision du monde. Et nous, adultes, on a la nécessité et l'obligation et le devoir de l'écouter, de le prendre au sérieux. Et ensuite, de prendre nos décisions en incluant au maximum de la possibilité aussi de son âge, de sa maturité, en incluant ses perspectives. Et c'est donc finalement dans l'article 12, quand l'article 12 est réalisé, quand on a cette posture d'écoute, de respect, encore une fois, de hauteur d'enfant, qu'on pourra réaliser l'article 3 de l'intérêt supérieur de l'enfant. On ne peut pas réaliser l'intérêt supérieur de l'enfant si on n'écoute pas l'enfant. En fait, c'est pas possible. On peut pas faire des droits de l'enfant au-dessus de la tête des enfants. Ça n'est pas possible. L'enfant doit être inclus dans sa propre protection, en fait. Il n'y a pas de protection de l'enfant si l'enfant n'est pas inclus dans la solution. Donc c'est encore cette idée que l'adulte n'est pas le tout sachant. L'adulte est un partenaire aussi de coopération qui évidemment prend les décisions, puisque c'est évidemment l'adulte de le faire, mais dans une profonde humilité, dans un respect, dans une posture juste, et avec des connaissances et des compétences sur le sujet, quoi. Est-ce qu'il y a une transposition au droit national et une applicabilité, ou c'est juste une ratification Alors, la Convention des droits de l'enfant, elle est absolument contraignante en France. C'est-à-dire que notre Constitution, elle est bien claire sur le fait que les textes internationaux du type Convention des droits de l'enfant passent au-dessus de nos textes nationaux. Donc elle a un pouvoir fort depuis en plus 90. C'est pas le cas de la Suède, parce que là, petit cours très 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 léger, juste petite anecdote, enfin petite parenthèse plutôt. La Suède est un pays dualiste. Ça veut dire que quand ils ont ratifié la Convention 90, elle est restée un texte en dessous de leurs textes nationaux, donc avec finalement peut-être une idée de changer les mentalités, mais pas un réel impact dans le droit, clairement. La Convention, elle était vite décanillée par d'autres textes, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2014, il y a eu ce projet politique qui avait été demandé quand même de longue date, d'inclure en fait la Convention, de l'incorporer dans le droit national, parce que c'est le principe du pays dualiste. C'est ce qu'ils ont fait le 1er janvier 2020. En France, depuis 90, la Convention des droits de l'enfant, c'est déjà une loi. Donc en ce sens-là, c'est différent. Mais ce qu'on voit aussi, et c'est intéressant aussi, même si c'est aussi
très frustrant, c'est que bien que ça soit une loi depuis 90, en France on la connaît pas. Quand on la connaît, on ne sait pas ce que c'est réellement. Y a pas, moi je sais que j'ai un master en droit de l'enfant suédois, que j'ai fait à Stockholm en suédois. Ça n'existe pas en France. À ce jour, on ne peut pas étudier les droits de l'enfant comme je l'ai fait. Donc forcément, on n'a pas de gens qui sont réellement en fait au courant, et on le regarde juste sur la couleur que doit avoir la Convention, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, évidemment, sinon ce serait trop facile, que la Convention des droits de l'enfant, c'est un texte qui a été ratifié par tous les pays du monde, sauf les États-Unis, et que donc du coup, forcément, ça veut nécessairement dire, ça paraît assez logique, il n'y a pas besoin de trop expliquer, je pense, que c'est un texte de consensus. Parce que pour que tout le monde se mette d'accord entre les cultures, les normes éducatives, ça a été compliqué, elle a failli pas exister, ça a vraiment été un travail de longue haleine et ils ont failli tout arrêter. Donc pour qu'elle ait existé, il y a vraiment eu des compromis à tous les étages, et donc c'est un texte qu'on peut qualifier, si on le lit comme ça de but en blanc, de vague. Oui, concrètement, ça veut dire quoi ? Donc pour vraiment la comprendre et pour en lire aussi ces observations générales qui sont réalisées par le Comité des droits de l'enfant, qui est l'organe officiel des Nations Unies, il faut vraiment en fait avoir une connaissance aussi du sujet des études sur l'enfance, des droits de l'enfant, et là-dessus les Suédois sont absolument champions à mon sens. Donc ça permet aussi de lire la Convention avec l'esprit en fait qui a impulsé sa création. Sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien de la lire, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, je trouve, que les Suédois ne l'aient finalement incorporé qu'en 2020, parce que du fait que ils aient changé leur façon de concevoir l'enfance, les enfants, la parole de l'enfant, parce que en 1979 ils ont voté cette loi, ils sont devenus adultes, il y a une génération qui est passée, l'éducation elle est devenue beaucoup plus coopérative. Ça fait aussi qu'en fait aujourd'hui ils regardent la Convention des droits de l'enfant avec ce regard juste. Je pense pas qu'ils l'auraient fait de la même manière en 90. Et donc du coup il y a aussi un vrai respect donné à cette convention en Suède, où depuis 2020, ils veulent vraiment l'incorporer encore plus, incorporer dans la loi, mais ils veulent l'incorporer aussi dans les esprits, et ils ont vraiment en fait une façon d'en parler que moi je n'ai pas vraiment entendue non plus à l'international, en dehors de la Scandinavie en tout cas. Donc ça permet aussi encore une fois, d'avoir une réelle compétence sur le sujet, des connaissances solides, parce que ce sont finalement d'anciens enfants non violentés, non punis, non élevés à la coercition, qui lisent la Convention. Donc forcément, ils la lisent justement, puisqu'ils la lisent vraiment du point de vue de l'enfant, à hauteur d'enfant. Et ça, je pense qu'en France, on n'a pas pleinement les capacités de le faire encore aujourd'hui, parce que pour lire la Convention des droits de l'enfant, il faut déjà voir l'enfant, il faut déjà lire l'enfant comme un sujet de droit. Or, on ne le fait pas encore socialement parlant. Donc la Convention devient finalement plus un texte vitrine, un texte bateau, et pas réellement un outil de travail extrêmement riche, extrêmement dense et extrêmement puissant. J'ai 2 questions. Est-ce que ça a produit ou orienté des gens à faire de la recherche en France sur ce sujet-là? Et la deuxième, est-ce que ça a eu un impact opératoire dans une influence mais concrète au niveau du gouvernement, des ministères en France? Ou c'est juste de l'affichage et une vitrine? Donc c'est sur le champ de la recherche et des universités. Est-ce qu'il y a des labos qui s'y sont collés, des gens à l'intérieur, au-delà de la vitrine, c'est-à-dire d'un machin politique comme il y en a plein d'autres, et en termes d'impact politique qui descend dans les ministères, ou pas? En France, on n'a pas encore, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas en fait les études sur les droits de l'enfant encore aujourd'hui. Donc, à ma connaissance, je peux me tromper, mais il ne me semble pas qu'en France, on ait des chercheurs sur les droits de l'enfant à ce niveau-là. On peut avoir en France, par contre, et ça en dit long aussi, des études sur le droit de la famille. Donc ça va être encore cette idée que l'enfant, il est un membre de la famille, il appartient finalement à cette entité familiale, et en dehors de la famille, il n'existe pas. C'est aussi pour ça qu'en France, on a des énormes problèmes avec cette idée aussi dans la protection de l'enfance, d'absolument maintenir le lien alors que les enfants ont des parents qui sont absolument pas adaptés à leurs besoins et à leurs droits. Mais on va avoir cette idée finalement de sauvegarder le lien à tout prix, parce que c'est comme ça, parce que c'est le sang, parce que le sang est plus fort, et on va finalement aller comme ça cabosser des enfances, là où les enfants, ils auraient pu être peut-être accueillis dans des familles d'accueil aimantes. Voilà, on a vraiment aussi cette idée-là. Mais justement, de commencer à parler des droits de l'enfant et non plus du droit de la famille,
ça change complètement la donne, puisqu'on va encore une fois défamilialiser le sujet, où on va dire finalement l'enfant, ça n'est pas qu'un membre de la famille, c'est aussi un être humain à part entière, indépendant du reste, et donc du coup on va pouvoir commencer à parler des droits de l'enfant réellement, et non pas finalement parler des droits de la famille à travers l'enfant, ce qu'on fait beaucoup en France. Moi, bon, je sais pas, mais pour les gens que j'ai rencontrés en France sur ce sujet, qui sont pourtant les gens un peu officiels au niveau des droits de l'enfant en France, moi j'ai pas retrouvé cette discussion et ce regard qui est très prégnant en Scandinavie et particulièrement en Suède. Je l'ai pas trouvé en fait, parce qu'encore une fois, pas par un manque d'intention, pas par un manque les intentions sont là, mais parce qu'en fait les études elles n'existent pas. Donc concrètement aujourd'hui il faut aller à l'étranger pour faire ça. Et je pense même, je ne sais pas, parce que pour le coup j'ai pas fait mais je sais qu'en Belgique il y a aussi un master sur les droits de l'enfant. Mais sachant qu'encore une fois la vision de l'enfant sociale, culturelle d'un certain pays va créer finalement les discours sur l'enfance, il est absolument du coup logique qu'en Suède, quand on étudie les droits de l'enfant, on va vraiment, moi je sais que mes études, c'était uniquement tout du long, les enfants compétents, les devoirs des adultes, c'est complètement centré sur l'enfant, et c'est complètement dans la vision suédoise de l'enfant. Je suis pas sûre qu'en Belgique, où il n'y a même pas de loi qui interdit les punitions corporelles à ce jour, on parle des droits de l'enfant comme on en parle en Suède. Parce qu'encore une fois, c'est la vision de l'enfant qui va faire le discours social sur l'enfance. Donc pour moi, c'est quelque part, dans une certaine mesure, aujourd'hui, à un certain degré, ça ne peut se trouver qu'en Scandinavie. C'est très compliqué, même sur un sujet polémique. Alors je vais pas aller trop loin parce que c'est dangereux, mais l'aide sociale à l'enfance, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui sortent de l'exploitation des enfants. Et puis il y a des familles d'accueil qui sont extrêmement dangereuses. Donc je n'oppose pas ça à la famille, c'est-à-dire où qu'on aille, il y a quand même un certain nombre de choses traumatiques et bizarres qui se passent en France. Et puis après on voit tous les réseaux d'utilisation et de trafic d'enfants qui aident pas sur le sujet, mais qu'il faut pas confondre non plus. C'est un vrai sujet. Enfin, toutes mes interviews, maintenant, je dis protéger les enfants et protéger les enfants où qu'ils soient, que ça soit dans les familles ou dans les institutions. Il y a des choses extrêmement dangereuses qui se passent dans les institutions. Oui, totalement. De toute façon, la protection de l'enfance en France. Moi, je me fais souvent la réflexion. Je me dis, de toute façon, en France, aujourd'hui, de par notre regard social sur l'enfant, la plupart des enfants, si ce n'est pas tous les enfants, de toute façon, à un certain égard, à différents degrés, sont maltraités. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas en majorité. Donc c'est très difficile d'aller faire de la protection de l'enfance quand il y a trop d'enfants concernés, en fait. Tant que la violence reste une norme à certains égards, il va être très difficile, en fait, de faire... d'aller colmater une brèche qui est beaucoup trop forte. La Suède a beaucoup plus fait le choix, et beaucoup plus intelligemment, je trouve, de façon beaucoup plus pragmatique. Les Suédois sont des gens très pragmatiques. Finalement, de faire de la prévention, de déconstruire cette violence systémique autour de l'enfant, pour que finalement les personnes maltraitantes ou les enfants vraiment en danger, il y en ait beaucoup moins. Donc s'il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup plus de possibilités d'aller faire quelque chose pour ces enfants-là. Donc c'est le problème aussi, c'est qu'en France aujourd'hui on a des chiffres même sur les violences physiques qui sont absolument démentiels. Le rapport de la Fondation pour l'enfance, le dernier en date, dit qu'il y a un parent sur 4 qui donnerait un coup à son enfant au moins une fois par semaine. Donc on fait quoi concrètement ? Ça veut dire que la plupart des parents, en fait, parce que les autres on ne sait pas, peut-être qu'ils le font aussi mais qu'ils ne le font pas une fois par semaine, ils le font peut-être de façon moins régulière. Il y en a sûrement qui ne le font pas du tout mais on n'a pas les chiffres. Donc ça veut quand même dire qu'il y a vraiment une normativité de la violence. Donc s'il y a une normativité de la violence, puisque la violence appelle la violence, il y a forcément des gens qui pourront pas se retenir, qui vont aller dans un engrenage, l'enfant qui va peut-être pas se laisser faire, qui va devenir provoquant, défiant, ça va augmenter la violence. Bref, on va se retrouver dans des situations de violence pure, même si c'est pas de la violence non plus pas pure, si ça n'est que... de la violence à visée éducative, c'est de toute façon de la violence, mais dans cet engrenage de la violence, on va forcément créer du coup
des chiffres monumentalement grands d'enfants en danger, et après on pourra pas tous les sauver. C'est pas possible en fait, puisque la violence reste normative. Et quelque part, l'institution aussi, dans une certaine mesure, elle est aussi finalement génératrice de cette violence, parce qu'encore une fois, ces gens-là qui font des formations pour aller s'occuper des enfants en institution, ils sont aussi badigeonnés dans ces histoires de théories de pulsion, tout ça, ils sont pas du tout, souvent pas en tout cas pour ce qu'on m'en dit dans la théorie de l'attachement. Et moi je reçois souvent des messages de gens qui me disent qu'ils ont des collègues face à des enfants qui sont traumatisés parce qu'ils ont été violentés à la maison, et que donc du coup ils ont des comportements très particuliers, des comportements vraiment de mise à l'épreuve de l'adulte, où ils vont aller pousser l'adulte, ils vont aller vraiment chercher l'adulte pour en fait voir si l'adulte reste là, si le lien est là, ils vont vraiment aller chercher ce lien, quoi, et c'est très difficile à vivre quand on est l'adulte. Mais ces professionnels qui savent pas en fait tout ça vont du coup violenter l'enfant, alors même qu'il est en institution parce qu'il était violenté chez lui, donc évidemment c'est tout le système qui est violent. Mais tant que la norme est à la violence, la protection de l'enfance, ça reste une chimère. Oui, moi j'ai travaillé ou j'ai accompagné des services de protection de l'enfance, des EduxP, c'est un autre de mes métiers dont je parle pas, de CEDEF, c'est Centre départemental enfance-famille, c'est des structures à 600 personnes en moyenne sous contrôle du conseil départemental, des structures démunies, manque de moyens, il manque de professionnels, mais dans violence on peut mettre viol aussi, et des trucs croisés et des horreurs, mais avec des responsabilités partagées, mais partagées, ça veut pas dire diluer non plus. On est vraiment sur un truc sociétal majeur, je trouve, et ça requiert beaucoup de courage pour résister à tout ça, parce qu'il y a de quoi être en colère. Tout à l'heure, vous parliez de Scandinavie. Est-ce que ça veut dire que pour la Norvège et la Finlande, c'est la même chose ou pas? Il y a des différences entre les pays scandinaves. Moi, j'ai vraiment étudié le système suédois de fond en comble. J'ai fait quelques études personnelles, voilà, pour voir un peu comment ça se passe à l'étranger en Scandinavie. Mais je sens pas en fait que j'ai assez d'éléments, ouais, vraiment d'éléments factuels, vraiment de réflexion pour aller faire comme ça des comparaisons. J'aime bien parler quand je sais de quoi je parle publiquement, quoi. Je comprends, ça me va bien. J'essaie de faire la même chose. Vous avez parlé dans certaines interviews de la question d'isoler ou pas l'enfant et de ses pratiques en lien avec la violence ou l'humiliation, parce qu'il y a les punitions, il y a la violence, il y a l'humiliation, qui sont pas tout à fait la même chose, et il y en a qui les séparent. Et quid de isoler l'enfant quand il y a un problème versus peut-être isoler le parent. C'est-à-dire des fois, il faudrait peut-être isoler la bonne personne, mais est-ce que ça peut être une solution? Est-ce qu'elle est recevable de l'expérience que vous en avez? Isoler l'enfant, c'est pas le mettre en quarantaine pendant 40 jours. Hein. J'ai bien compris. L'isolement de l'enfant pour le punir, c'est une pratique interdite. Si on regarde dans la Convention des droits de l'enfant, l'article 19, qui dit que toute violence envers l'enfant, qu'elle soit physique, psychologique, c'est totalement interdit. Et si on regarde les observations générales du Comité des droits de l'enfant qui détaillent en fait cet article 19 et les pratiques concernées, il est clairement écrit isolement dans les violences mentales. Donc isoler un enfant parce que en tant qu'adulte on n'en peut plus et on veut punir cet enfant, c'est une violence mentale. Donc ça n'est pas autorisé. Après, ce qu'on peut faire en tant qu'adulte, par contre, parce que déjà on peut s'isoler soi-même, parce que ça c'est totalement possible et c'est totalement pensable et c'est totalement recevable parce que des fois on n'en peut plus. Donc on peut tout à fait dire là je vais souffler parce que c'est pas possible pour moi, quoi. Évidemment, on le fait si on n'a pas le nourrisson à côté. Il y a des gens aussi des fois qui me disent ça, je peux pas m'isoler, j'ai plusieurs enfants. D'accord, mais encore une fois, on adapte en fonction. Et ce qu'on peut faire aussi, et c'est plutôt ce qu'on va aussi pouvoir appliquer avec les plus jeunes enfants généralement, parce qu'on fait pas trop ça avec les plus grands, c'est d'aller s'isoler avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on va aller prendre un temps ensemble pour calmer la situation. Mais encore une fois, c'est une histoire de posture. Parce que si on prend l'enfant et qu'on lui dit puisque c'est ça, maintenant on va aller s'isoler parce que tu n'écoutes rien, ça reste pleinement une punition. Donc c'est absolument pas normal.
Mais si c'est une façon de dire, ok, là je sens que ça va pas pour toi, moi je sens là que pour moi ça devient difficile, je perds patience, on va aller dans la pièce à côté, on va souffler, ou je sais pas, l'enfant va crier, l'enfant va pleurer, bon je sais pas ce qu'il va faire, ça peut dépendre des enfants, mais juste en fait pour être une présence quand même pour l'enfant qui est sécurisante, qui est la fameuse représentation du cadre, mais encore une fois un cadre très doux, hein, un cadre très enveloppant. Et ça va être finalement pour soi adulte aussi de se calmer, de retrouver, voilà, de chercher à retrouver le lien. Mais l'isolement de l'enfant, comme on en a parlé en France, comme si c'était une pratique qui était finalement de l'ordre de l'opinion, non, ça n'est pas de l'ordre de l'opinion. Enfin, je veux dire, isoler un enfant pour le punir, c'est une violence mentale. Après, voilà, c'est est-ce que ça peut arriver? Ça devrait pas. Si ça arrive, parce qu'on est quand même dans une société qui est complètement violente dans ses normes, eh ben qu'on sache en fait revenir, s'excuser, parce que non, ça n'est pas normal, ça n'est pas éducatif en fait. Donc si on regarde les chiffres, encore une fois, ils sont assez édifiants. La Fondation pour l'enfance, dans son rapport, dit qu'il y a à peu près un parent sur deux qui isole son enfant au moins une fois par semaine. Donc on voit bien qu'en France, c'est une pratique totalement banale et voilà, vue comme même souvent quelque chose de bien pour justement ne pas les violenter physiquement. En Suède, les chiffres sont... Alors, le dernier rapport, qui est celui de 2023, je crois, de mémoire, il y a 75% de parents suédois qui n'isolent jamais leurs enfants. Et sur ceux qui l'ont eu fait, alors je crois, de mémoire, je peux me tromper un peu, mais il me semble qu'on est sur 10% de parents, je crois, qui l'ont fait, mais qui l'ont fait une ou deux fois maximum dans l'année. Et on doit en avoir à peu près 2%, je crois, de mémoire, qui le font plus régulièrement dans l'ordre d'une fois par mois à peu près, quoi. Donc on voit vraiment que c'est une pratique qui est pas du tout aujourd'hui acceptée socialement. C'est plus courant quand même que les violences physiques, parce qu'alors là c'est des chiffres encore beaucoup plus bas. Mais c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose de l'éducation, et d'ailleurs enfermer un enfant dans sa chambre, hein, comme on peut aussi des fois le préconiser en France, ça c'est vraiment, ça tombe tout de suite sous le coup de la loi pénale en Suède, quoi. On n'enferme pas un enfant dans sa chambre, c'est fondamentalement pas possible. Mais on l'isole pas non plus, encore une fois, c'est la vision de l'enfant qui a complètement changé. Donc l'isolement c'est un échec de l'adulte, c'est tout, enfin faut se parler concrètement. Est-ce qu'on pourrait pas envisager plusieurs formes d'isolement que vous avez abordées? C'est-à-dire l'isolement punition, j'arrive pas à me gérer, je te le fais payer, je t'enferme. Mais il y a aussi l'isolement, enfin je vois pour des personnes atypiques ou des personnes qui ont le feu, qui peut être une manière de dire, un peu comme vous l'avez dit, on va faire une pause tous les deux, on redescend tous les deux et on remet en communication. Et dans ce cas-là, ça oui, ça je vous ai dit. C'est pas un isolement punition, c'est un isolement. Non, c'est ce qu'on appelle le time in. Il y a le time out et ça on appelle le time in. C'est s'isoler avec l'enfant dans l'idée justement de réguler la situation et de retrouver le lien. Mais c'est pas une punition. C'est absolument pas une punition. C'est pour le préciser pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient avoir, par exemple, si on prend des personnes qui ont de l'autisme ou qui peuvent être HPI, quelqu'un qui a de l'autisme, moi j'ai des traits autistiques, mais j'ai pas tout. Le fait d'avoir un être humain à côté de moi est déjà de la violence, d'une certaine manière, et encore, j'ai pas carton plein. C'est-à-dire de prendre en compte les singularités, et certaines ont besoin, mais on est dans un continuum éducationnel, évidemment, de dire, on a besoin de s'isoler. Lily Rose, après notre entretien de 2 heures, elle a réussi magnifiquement, elle est magnifique, avec 14 ans cette année, de s'isoler. Elle est partie dans sa chambre, elle s'est mise dans sa bulle et sa maman m'a dit, voilà, elle va s'isoler, elle va se mettre dans sa bulle pour redescendre. Elle a réussi à tenir à peu près 2 heures. Et elle a besoin de ça. Donc l'isolement peut être aussi une ressource pour certaines personnes, surtout dans le monde neurotypique. On parle pas de la même chose en fait là. Oui, j'entends bien, mais moi je pense aux gens qui nous écoutent. Ah non, mais là, moi au premier degré les choses. Ah non, moi je parle de la punition. C'est-à-dire que si l'enfant a envie de s'isoler, il s'isole. Je veux dire, il a parfaitement le droit de vouloir être tout seul, de claquer la porte de sa chambre. C'est son droit le plus fondamental d'être. S'il n'a pas envie que quelqu'un soit à côté de lui, qu'il aille s'isoler, qu'il aille faire autre chose. Moi, ce dont je parle, c'est de l'isolement forcé. C'est d'aller isoler l'enfant
généralement un jeune enfant en plus, Sous alors contrainte. qu'il ne veut pas être isolé. Donc ça va être d'attraper l'enfant, ça va être de le maintenir dans la chambre. J'ai lu énormément aussi de gens, voilà, ça va être de tenir la porte de la chambre parce qu'il veut sortir. C'est ça, hein, Ah d'isoler oui, un enfant qui veut la pas être isolé. maltraitance, hein. Là, c'est de l'enfermement et de la maltraitance. Oui, mais c'est ça l'isolement. Parce qu'un enfant qui veut pas rester isolé, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller se jeter sur la porte. Donc si il se jette sur la porte elle s'ouvre. Donc s'il faut pas que la porte elle s'ouvre, c'est parce qu'on est derrière la porte et qu'on la tient. Donc évidemment, les premières fois quand on isole un enfant et qu'il veut pas s'isoler, c'est très violent. Oui. Parce que pour qu'il reste dans la chambre alors qu'il n'a pas envie d'y rester, c'est forcément qu'il y a une coercition. Donc ça va être soit qu'il va y avoir une telle emprise mentale sur l'enfant qu'il va pas oser sortir. Enfin bon, c'est pas voilà, c'est pas la qualité du lien, hein. Mais des gens entre guillemets, on va dire lambda avec leurs enfants qui sont pas dans une éducation de la terreur et qui vont vouloir aller mettre leurs enfants dans la chambre alors que l'enfant veut pas et qu'il est en crise, l'enfant il va sortir de la chambre. Donc c'est là que devient le problème en fait, parce que pour isoler un enfant, il va falloir à un moment donné utiliser aussi souvent une violence physique. Ça va être de le maintenir, ça va être de le tenir, ça va être de le tirer. Ça, voilà, c'est pas juste va dans ta chambre et l'enfant il va de façon tout à fait naturelle. Ça c'est une fausse histoire, ça. Hein. Donc faut voir aussi ce que c'est que l'isolement. Mais si la personne veut s'isoler, y a pas de souci, c'est plus une punition. Le problème c'est la punition et c'est l'isolement forcé. C'est la distinction que vous faites entre correction et connexion. Oui, voilà, totalement. Oui, effectivement, la correction, ça va être encore une fois cette idée de la culture de la punition, ça va être cette idée de faire passer l'envie à l'enfant parce qu'on se met au-dessus de lui et qu'on est le tout sachant et qu'on est l'autorité et qu'il ne doit absolument pas se permettre d'aller contre ça, alors que la connexion, elle va chercher la relation, elle va chercher à réparer le lien. Il y a des enfants qui vont avoir besoin qu'on soit là, alors que il y a des enfants qui vont absolument pas vouloir qu'on soit là, qui vont pas vouloir nous voir, qui vont vouloir être tout seuls dans un coin. C'est leur problème en fait, après c'est leur personnalité, c'est leur façon de faire, mais de leur dire écoute, si tu as envie d'être toute seule, moi il n'y a pas de souci, je te laisse tout seul, mais je suis là. Tu viens me voir quand tu veux, on discute, on fait un câlin, je suis à côté, voilà. Mais bien sûr, l'enfant est dans son libre arbitre, évidemment, s'il a besoin d'être seul, bien sûr. Et en particulier de respecter cette solitude pour beaucoup d'enfants autistes, par exemple, parce que j'en ai beaucoup. Les mamans n'arrivent pas à faire de câlins. Bah oui. Parce qu'il faut pas les toucher. Oui. Enfin, faut surtout leur demander. Et les parents peuvent se sentir exclus alors que c'est vécu du côté autistique comme une forme de violence et que l'isolement, en fait, c'est pas de l'isolement, c'est une manière de gérer les émotions, les tempêtes émotionnelles, encore plus pour les filles que pour les garçons, mais il y a pour les deux, mais un peu différent, mais de respecter en fait les biorhythmes des uns et des autres. Et en comprenant bien ce qu'il y a à l'intérieur, moi ce que j'essaie de faire sur ma chaîne, c'est de rentrer dans le moteur, et un peu comme vous le disiez au début, c'est d'aller voir quelle est l'intention de la personne quand elle fait ce qu'elle fait. C'est pas à partir du livrable qu'on peut savoir ce que fait la personne. Il faut comprendre son intention, ses tentatives, ce qu'elle essaie de faire, ce qu'elle voudrait arriver à faire, ce qu'elle n'arrive pas à nommer, ce qui est souvent le problème. Pour les plus petits enfants, ils ont du mal à avoir accès à la parole, mais certains savent très bien expliquer les choses ou passer par du dessin, des médiations créatives. Alors on va commencer à atterrir, mais j'ai deux questions pour donner de l'espoir pour les parents en France. En quoi tout ça est libérateur dans ce que peuvent vivre les parents qui peuvent être confrontés entre un environnement qui est pas propice, que ce soit l'environnement de l'école, de la société, de ce qu'on a vu, et qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place progressivement? Qu'est-ce qui serait le plus utile, le plus prégnant, le plus aidant pour tout le monde, pour eux dans leurs espaces de liberté, les espaces en tout cas où ils ont la main. Bah, pourquoi ça serait bénéfique? Bah, c'est très bénéfique. Hein. Enfin, moi, je pense que vaut mieux être un parent en Suède qu'un parent en France, hein, clairement, parce que la société elle est beaucoup plus douce envers les parents aussi. Donc une société, encore une fois, hein, c'est cette idée aussi très centrale, hein, qu'une société inclusive pour les enfants, elle est inclusive pour tout le monde. Pardon, ma question, elle est pour des parents en France qui n'ont pas le bénéfice de la culture suédoise, parce qu'ils pourraient dire, bon, c'est bien joli votre petite histoire, mais on n'habite pas en Suède, donc en gros, c'est pas possible. Ça pourrait être la réponse de premier niveau. Et ma question, c'est de dire, quand bien même
l'environnement n'est pas favorable, qu'est-ce qu'ils peuvent déjà mettre en place là où ils ont des marges de manœuvre et en quoi ça peut être aidant pour eux en plus des enfants? Oui, bah voilà, dans ces cas-là, bon, ça c'était la deuxième question, mais du coup je prends la deuxième. Moi je pense que de toute façon, ce qu'ils peuvent mettre en place, et ça on peut le faire partout et peu importe, c'est de se focaliser sur la relation à leurs enfants. C'est-à-dire, qui sont leurs enfants, en fait. C'est-à-dire que cette idée, finalement, de se dire, cet individu que j'ai là en face de moi, qui est plus jeune que moi, c'est quelqu'un, c'est pas moi, c'est pas une mini-version de moi, c'est quelqu'un, en fait, avec ses propres qualités, ses propres défauts aussi, et ça va être, en fait, une rencontre de cet enfant. Donc, qu'est-ce qu'il aime? Je sais pas, moi, un enfant qui, par exemple, on va avoir tendance à dire, oh là là, mais il veut jamais... Ou alors, par exemple, il veut toujours choisir le film le soir à la télé, il veut jamais nous laisser choisir le film. Ça va être présenté comme un problème, par exemple. Mais c'est pas nécessairement un problème. Ça veut dire que c'est un enfant qui est déterminé. Ça veut dire que c'est un enfant qui a donc du coup une qualité de peut-être leader. Hein. C'est possible, hein, il y a des enfants leaders. Hein. C'est très bien aussi d'être un leader parce qu'après, quand on devient adulte, ça peut être une sacrée qualité d'être un leader. Donc ça va être finalement de voir dans les pans de la personnalité de son enfant, finalement, ce que ça peut créer dans le monde pour les autres. C'est cette idée très, très centrale aussi en Suède, finalement, de se dire que nos différences, elles sont un atout, elles sont pas un obstacle. Donc c'est cette idée finalement de se dire, mon enfant il est unique, il a ses propres particularités, et en quoi ça peut lui servir plus tard. Après évidemment les gros défauts qui des fois sont vraiment générateurs de problèmes dans la relation, on peut travailler à les apaiser, on peut travailler aussi à les désamorcer dans une certaine mesure, parce que c'est difficile aussi, c'est le travail de toute une vie, mais de vraiment voir en fait l'enfant pour ce qu'il est aussi dans le positif. Un enfant qui donne de la voix, un enfant qui se laisse pas faire, un enfant qui est ce qu'on va appeler provoquant, c'est aussi une qualité. C'est pas, voilà, on n'a pas envie d'en faire un petit agneau tout doux. Après, un enfant qui est timide, qui donne pas de la voix, qui est beaucoup plus réservé, c'est aussi une qualité. C'est une autre qualité. Il aura une autre place dans la société, cet enfant, que l'enfant d'avant. Mais ils auront tous les deux une place dans la société. Donc c'est cette idée de se dire, finalement, la relation doit être au cœur de tout. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, ça pour le coup, c'est pas quelque chose de culturel, c'est quelque chose d'universel. C'est cette idée de connaître ses enfants pour qui ils sont vraiment, s'intéresser à leurs intérêts à eux. Si l'enfant, il aime telle série, regarder la série avec lui, passer du temps avec lui, passer du temps avec ses enfants un maximum, essayer. Ne pas chercher à modeler l'enfant selon notre vision ou ce qu'on nous a inculqué finalement du moule social. Laisser l'enfant être qui il est, parce que c'est à travers ça aussi qu'il va pouvoir se développer et aussi créer une relation qui sera aux parents, qui sera pérenne et qui sera durable. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut en tout cas retenir du paradigme suédois, c'est cette idée de mettre la relation et l'individu dans son unicité, finalement, au cœur de tout et au cœur de toute relation. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose pour qu'on termine l'interview? Non, ça me paraît plutôt assez dense comme ça. Ouais, puis c'est une belle conclusion de mettre la relation. Et on peut étendre ça à tous les parties de la famille. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça, parce que c'est la montagne est très haute et c'est un sacré chantier. Ouais, c'est sûr. Donc merci d'être venu nous parler de ça. J'espère que ça va pouvoir aider des parents, des enfants. C'est un sujet absolument exacerbé dans le monde des atypiques. Ça veut pas dire qu'il n'est pas ailleurs, mais ce sont des gens tellement improbables et des prototypes qui sont très beaucoup confrontés au fait de pas être normaux, en tout cas de pas être dans la norme, de pas être soumis et d'être des adultes en ayant des postures d'adultes très tôt, et mettre en difficulté les parents très tôt pour beaucoup, d'autant plus si les parents sont pas concernés, mais tout autant si les parents sont concernés avec les jeux de miroir de ce que ça peut produire chez l'enfant qui a été le parent. C'est vraiment un sujet profond dans ce monde-là. Merci.
Merci Marion. Merci. Donc je suis ravi encore de ce voyage qu'on a fait parce que ça vient éclairer ce que je viens de dire, vraiment un vrai sujet pour les atypiques, qu'ont très souvent pour une grande partie d'entre eux pas été nourris en termes de liberté, plus souvent en termes de conditionnement, de maltraitance, de maladresse aussi, un peu tout. Beaucoup sont des survivants. Je parle pour les atypiques. Ça se rajoute encore plus pour les personnes qui ont de l'autisme, qui sont autistes, et j'en ai parlé, ou TDAH, qui est plus invisible, mais qui crée des emmerdements aussi dans la vie de tous les jours, hein, à la maison et à l'école, et sujet à des projections négatives, et donc à des difficultés éducationnelles. Très souvent, quand je discute avec des parents, assez fréquemment, quand les parents me posent des questions, je leur ai dit, mais vous avez demandé à vos enfants ce qu'ils en pensent. Je vous garantis qu'ils ont un truc à dire sur le sujet. Même entre atypiques, enfin en tout cas pour ce monde-là que je connais très bien, ils ont en général quelque chose à dire. Donc selon qu'ils ont 4 ans, 5 ans, 10 ans, ou 15 ou 18, c'est un peu différent. Il est possible au passage qu'ils aient tellement eu envie de dire des choses qu'ils ont abandonné le fait, parce que moi j'ai fait un peu, à un moment de ma vie, à plus parler à personne, tellement c'était improbable et impossible. Mais les parents font aussi ce qu'ils peuvent, ça c'est ce qu'ils peuvent quand on est enfant, avec un sujet aussi de culture et de génération. En tout cas, c'est un vrai sujet particulièrement approprié pour atypique. Donc je suis vraiment ravi et je remercie encore une fois Marion d'avoir donné cet éclairage de ce qui est incarné, internalisé en Suède, quand bien même c'est pas une histoire magique, c'est aussi un combat, mais en tout cas une volonté politique, et on en est extrêmement loin en France. Et le combat, il est immense, mais il faut surtout pas abandonner, bien sûr. Pour ce qui concerne mon travail, et les nouvelles activités, en fait, je fais les liens que j'avais pas forcément fait au début sur tout ce que je fais depuis 20 ans sur les approches orientées solutions et compétences, et Palo Alto, où j'ai formé, je sais pas, 3500, 4000 personnes en France et à l'étranger, sur les approches orientées solutions et compétences. C'est typique ces choses-là. Qui sont développés dans le champ des thérapies brèves systémiques, thérapie systémique organique, où soit on va aller chercher les problèmes chez les gens, ce qui est un peu la culture qu'on peut avoir en France, hein. On est noté sur les fautes et pas sur les réussites, alors qu'on pourrait tout autant aller chercher les ressources, les compétences, et ce que les personnes tentent de faire, quand bien même maladroitement, pour essayer de rester dans la connexion. Ce qui est nouveau, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est depuis cet été, tout ça est en ligne et digitalisé. J'ai créé un programme qui n'existe pas en France, c'est-à-dire un programme tout public sur orientation, solutions et compétences, tout digitalisé en autonomie. Donc vous avez à vie, c'est-à-dire plutôt la mienne de vie, accessible avec des MP3, des MP4, des transcriptions écrites sur comment mieux communiquer et comment mieux partager ensemble pour aller chercher les ressources et les compétences des autres, de mari, de la femme, des collègues, des enfants, de qui vous voulez, mais en fait c'est une forme de communication non violente. Et puis un programme tout public pour les professionnels, donc l'ensemble fait à peu près, je crois, 850 ou 900 slides. C'est des gros programmes pour les professionnels, c'est en digital et en présentiel Zoom, avec des ateliers. Si vous maîtrisez l'anglais, vous faites Solution Focused, et vous allez voir tous les professionnels qui travaillent dans le monde là-dessus. C'est particulièrement peu développé en France. Voilà, on va remettre toujours le livre qui est en cours, le mien que j'ai fait avec Elodie Crépel, que Gaëtan va mettre en ligne. On va mettre aussi le livre de Marion, si vous voulez aller plus loin sur son travail. Vous avez toujours accès tous les 3-4 mois à l'autre programme sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ping Pong Live, où je réponds à toutes les questions que vous m'amenez en direct sur le chat. Et puis
puis il y a plein d'autres voyages qui sont programmés, mais je préfère ne pas parler parce que je veux être sûr que les gens soient là. Donc merci de nous suivre, merci d'être nombreux. Abonnez-vous si vous voulez avoir les informations. Et une fois de plus, protégez les enfants. Vraiment protégez et écoutez les enfants. C'est une priorité aujourd'hui dans le monde qui émerge. Merci beaucoup.